C'est bon. Sauf que ça passe pas. Si, c'est bon, madame. Non, on peut pas. Ah, si. D'accord, donc on va commencer le cours en 2 parties. Donc la plus grande partie, ça va être sur la luxation congénitale de hanche et donc le dépistage. Et après, on aura une partie beaucoup plus courte sur le bilan de boiterie chez l'enfant et donc le rôle de l'échographie dans ce contexte. Alors pour ce qui est de la luxation congénitale de hanche, donc c'est une pathologie qui est relativement fréquente, de 0,2 à 3%, et qui est beaucoup plus fréquente chez la fille puisqu'on a un sexe ratio de 4 à 6 pour un garçon. Alors on a souvent des antécédents familiaux dans 10 à 12% des cas. Et il faut également savoir que c'est beaucoup plus fréquent du côté gauche que du côté droit. Et on a bien sûr des formes bilatérales dans 20% des cas. Alors les facteurs de risque, donc ils sont bien connus des pédiatres. Alors il y a un facteur de risque important qui est la notion d'antécédents familiaux, donc dans les ascendants de premier degré. Les contraintes mécaniques in utero, alors lorsqu'un fœtus est positionné en siège, il va y avoir des contraintes sur la hanche qui vont faire qu'il va avoir plus de risques de présenter une luxation congénitale. De la même façon, lorsqu'il y a une grossesse gémellaire, donc il y a un petit peu moins de place dans l'utérus, donc les contraintes vont être plus importantes, ou alors lorsque le liquide amniotique est insuffisant, donc en cas d'oligo ou d'anamnios. La présence aussi d'anomalies neuromusculaires, donc la présence d'un torticolis congénital ou d'un pied-bot, va de façon indirecte faire penser à des contraintes importantes ou alors à un éventuel anamnios et donc va devoir faire rechercher la présence d'une luxation congénitale de hanche. Alors les enjeux du dépistage, bien, ils sont simples, c'est-à-dire que plus on va dépister cette anomalie précocement, plus le traitement sera facile, et moins il y aura de coûts pour ce traitement et de morbidité, donc de complications pour l'enfant. Donc en France, l'attitude que l'on a, donc ce n'est pas un dépistage universel, c'est un dépistage ciblé, en tout cas pour ce qui est de l'imagerie. Alors chaque enfant bénéficie par contre du dépistage clinique, systématique, et donc l'échographie qui est en général réalisée à la fin du premier mois de vie, n'est réalisée que lorsqu'il existe des facteurs de risque. Et donc la radiographie du bassin, donc, qui ne doit pas être réalisée avant 4 mois, hein, donc avant 3 mois on fait l'échographie, n'est absolument pas systématique et normalement on devrait en voir de moins en moins si l'on a un bon dépistage clinique et si les échographies sont réalisées au bon moment. Alors juste 2 petites illustrations. En haut vous avez donc un nouveau-né qui présentait une luxation de hanche à la naissance, donc il a eu un traitement ambulatoire, hein, ici par langeage en abduction, et donc vous voyez que sur la radiographie de contrôle à 4 mois de vie, les têtes fémorales sont absolument en place, donc on a un retour complet à la normale, parce qu'il y a une excellente plasticité donc, du cotyle chez le nouveau-né, et que par le simple repositionnement de la hanche dans le cotyle, on obtient de très bons résultats. A l'inverse, vous avez en bas un nourrisson qui a été diagnostiqué tardivement. Hein. Vous voyez ici que du côté gauche, on a une excentration de la métaphyse. Vous voyez d'ailleurs que pour l'âge de 5 mois, il y a un retard de maturation. Hein. Les noyaux d'ossification, donc on voit très bien ici, donc, qui ont remplacé la tête fémorale cartilagineuse, ne sont pas apparus. Alors, donc ça, c'est un bon signe indirect aussi de luxation de hanche. Vous voyez que le cotyle est complètement dysplasique, hein, il n'y a pas du tout de rebord osseux, et donc la hanche est complètement excentrée. Donc le traitement orthopédique a bien sûr échoué, et donc cet enfant a dû bénéficier d'une réduction chirurgicale, donc beaucoup plus invasive. Hein, donc l'importance de faire ce diagnostic le plus tôt possible. Alors le dépistage clinique, il se fait dès la maternité, hein, donc dès la naissance, mais il doit se poursuivre après lors de la visite chez le pédiatre ou chez le généraliste, et donc jusqu'à l'âge de la marche. Alors par des manœuvres simples, hein, donc, que les pédiatres connaissent très bien, les généralistes aussi, donc l'ortholanie et la manœuvre de Barlow. Alors juste le petit schéma de droite, c'est pour vous montrer la posture luxante, hein, donc ce qui va révéler une hanche instable. Il va falloir mettre la hanche donc en flexion, et la luxation va se faire vers l'arrière et vers le haut. Donc c'est ce mouvement-là qu'il va falloir appliquer lorsqu'on fait la manœuvre dynamique que l'on verra tout à l'heure, pour faire sortir la tête fémorale du cotyle. Ortholanie, c'est luxant, et Barlow, c'est... Je vais y revenir tout de suite.
Alors, donc, les signes cliniques qui vont faire évoquer une luxation congénitale de hanche, donc c'est la présence d'un ressaut, hein, donc lors de ce test, la mise en abduction, adduction, abduction, et le signe du piston. Donc, lorsqu'on va réaliser la manœuvre luxante, eh bien, on va voir la tête fémorale qui va sortir du cotyle, frotter donc le rebord, qui parfois est complètement abrasé dans les formes sévères, hein, lorsqu'il y a une dysplasie du cotyle. Et donc, on va avoir cette sensation de piston à l'examen clinique. Et par contre, le craquement qui est rapporté cliniquement n'est pas forcément significatif, n'est pas synonyme de luxation de hanche. Alors, les autres signes cliniques, donc vous les connaissez bien, donc la symétrie d'abduction, donc là du côté gauche, une abduction diminuée par rapport au côté droit, une asymétrie des plis, hein, au niveau du bassin, et puis également la pseudo-inégalité de longueur des membres, qui doit faire rechercher également des signes de luxation de hanche. Alors, on a plusieurs situations cliniques. Donc, lorsque la hanche va être stable à l'examen clinique et lorsqu'on n'a aucun facteur de risque. Là, théoriquement, la surveillance est purement clinique. Donc, dès la maternité et puis lors de chaque consultation chez le médecin. Et en théorie, si tout reste normal, on peut s'arrêter là. Alors, dans certains cas, alors ça dépend des équipes. Je sais qu'il y a l'équipe de Rennes, par exemple, mais c'est vrai qu'en Bretagne, les luxations congénitales de hanche sont beaucoup plus fréquentes. Ils les proposent, eux, une échographie systématique chez toutes les filles, donc avant l'âge de 3 mois. Mais donc, ce n'est actuellement pas reconnu par la conférence de consensus. Hein. Pour l'instant, c'est lorsque l'examen clinique est normal et en l'absence de facteurs de risque, il n'y a pas de nécessité d'échographie ou de radiographie du bassin. A l'inverse, lorsque l'examen clinique est rassurant à la naissance, mais qu'on a des facteurs de risque, hein, donc je vous rappelle, la grossesse gémellaire, un siège, un oligoamnios ou bien des antécédents familiaux, donc tout ça c'est des facteurs de risque importants. À ce moment-là, on fait bien sûr toujours la surveillance clinique, mais on va programmer donc une échographie de dépistage. Donc il faut faire idéalement à l'âge d'1 mois. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas plus tôt? Parce qu'on a des hyperlaxités physiologiques dues en fait probablement à l'imprégnation hormonale des nouveau-nés, hein, qui font on aura trop de faux positifs à l'échographie si on réalise cette échographie trop précocement. Donc il vaut mieux attendre 4 à 6 semaines pour la réaliser dans de bonnes conditions. Et si cette échographie s'avère normale à la fin du 1er mois, on peut s'arrêter là. Donc il n'y a pas d'indication à faire de radiographie complémentaire. Donc la troisième situation, c'est lorsque l'examen clinique du nouveau-né est d'emblée anormal. Alors là, bien sûr, on ne va pas attendre le 1er mois pour faire quelque chose. On va d'emblée faire l'échographie et orienter, en fonction des résultats, un orthopédiste pédiatrique qui décidera de la prise en charge. Donc ça, c'est l'intérêt des consultations mixtes, échographie suivie de l'examen clinique. Alors juste pour vous expliquer pourquoi la radiographie du bassin est inutile chez le nouveau-né, eh bien tout simplement parce que la majorité des structures, donc la tête fémorale et le cotyle, sont complètement cartilagineuses, non ossifiées et seront donc radiotransparentes et donc invisibles sur la radiographie standard. Alors quelle est la technique de l'échographie de hanche ? Alors, on va utiliser une barrette, une sonde barrette, c'est-à-dire une sonde de haute fréquence, donc de 7 à 12 MHz. Donc, plus la fréquence est haute, plus la résolution spatiale sera meilleure, mais moins sera bonne la pénétration en profondeur. Hein. Mais donc, la sonde de haute fréquence, c'est complètement adapté à l'examen de la hanche du nouveau-né, puisque la tête fémorale est très superficielle donc par rapport à la sonde. Alors ce qui est très important, c'est d'obtenir vraiment une relaxation musculaire du nouveau-né ou du nourrisson. Donc là, il y a un truc très facile en pédiatrie. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise, nous, quand on veut les endormir pour faire des IRM ou des scanners. Donc on leur donne le biberon ou la tétée juste avant l'examen. Ils s'endorment et donc on fait l'examen à ce moment-là. En tout cas, ils sont détendus et donc ça c'est vraiment très important parce que si le nouveau-né se crispe ou se contracte, vous allez avoir du mal à faire une bonne manœuvre dynamique. Alors il y a 2 techniques, donc soit on met le nouveau-né ou nourrisson en décubitus dorsal, donc allongé sur le dos,
comme vous le voyez sur la photo du haut, soit on le met en décubitus latéral. Donc là, ça dépend un petit peu de vos habitudes, de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Lorsque l'enfant est en décubitus latéral, il faut demander à ce moment-là à un des parents qui accompagne l'enfant de vous aider, donc en maintenant bien le dos de l'enfant pour le stabiliser, que vous puissiez faire votre manœuvre dynamique. Dans tous les cas, vous avez besoin de la coopération d'un des parents. Il vaut mieux avoir un plan dur, mais donc les tables d'échographie sont parfaitement adaptées pour justement pouvoir faire cette manœuvre dynamique. Et donc on va utiliser la coupe coronale, ou encore qu'on appelle frontale externe. Donc comme vous voyez représenté ici, c'est-à-dire que vous avez le haut de la sonde, le bas de la sonde qui vont être vraiment dans le plan coronal par rapport à la hanche du bébé. Donc on va se placer juste en arrière du grand trochanter. La cuisse de l'enfant va être en position semi-fléchie. Et donc on va, avec la main libre, donc celle qui ne tient pas la sonde d'échographie, maintenir le genou de l'enfant. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on a les deux mains prises lors de cet examen. Et donc c'est important d'avoir accès à la pédale, donc qui va vous permettre de geler l'image d'échographie pour pouvoir prendre des clichés. Alors, donc l'examen commence toujours en position neutre, donc comme vous le voyez ici. Donc là, le nouveau-né est en décubitus latéral, gauche. La cuisse est semi-fléchie, en position physiologique. Et sur l'image suivante, vous voyez que donc l'autre main va venir appuyer, donc créer un mouvement d'abduction sur donc ramener la jambe, plaquer la jambe vers la table d'examen, la repousser en arrière et vers le haut de façon à créer cette posture luxante. Donc ça nécessite un petit peu d'entraînement. Mais la première difficulté, c'est d'acquérir donc cette coupe de référence. Alors là, c'est juste pour vous décrire, on reverra juste après les critères de qualité de cette coupe que vous devez savoir faire. Mais là, c'est juste pour comprendre un petit peu l'anatomie échographique de la hanche du nouveau-né. Donc vous allez ici reconnaître la tête fémorale. Donc la tête fémorale, je vous l'ai dit, elle est cartilagineuse. Donc c'est-à-dire qu'elle va être hypoéchogène, donc noire, avec des petits piquetés hyperéchogènes, donc des petits points blancs. Donc ça, c'est l'aspect typique de la tête fémorale non ossifiée. Vous allez reconnaître les structures les corticales osseuses qui, elles, vont apparaître hyperéchogènes, qui arrêtent les ultrasons, donc avec un cône d'ombre postérieur. Donc là, vous allez avoir l'aile iliaque. Donc le haut de l'image est ici, en fait, le bas est ici. Le dehors est ici et le dedans est par là. Donc l'aile iliaque ici apparaît hyperéchogène. De la même façon, le cotyle ici, donc la corticale osseuse du cotyle apparaît également hyperéchogène. Alors ce qu'on appelle le talus, c'est cet angle ici entre l'aile iliaque et entre le cotyle. Donc c'est ce rebord ici, donc on appelle le talus. Et ce qu'on appelle le limbus, c'est le toit cartilagineux, donc cette petite structure que l'on voit ici, donc avec une partie hypoéchogène, donc qui correspond à du cartilage hyalin, et ce qu'on appelle le labrum, donc qui est ce petit triangle ici hyperéchogène, donc qui est du fibrocartilage et qui va apparaître blanc. Donc ça doit normalement recouvrir complètement la tête fémorale. En arrière ici, vous avez le noyau pubien et à l'arrière-fond du cotyle, ici, vous avez une petite structure un peu échogène qui correspond au ligament rond et au pulvinar. Alors, quels sont les critères de qualité de cette coupe frontale externe? Alors, c'est vraiment la coupe de référence qui a l'avantage d'être reproductible, donc c'est pour ça que c'est celle-ci qui est utilisée. Et donc les critères de réussite de cette coupe, ce sont les suivants. Alors vous devez avoir donc l'aile iliaque ici, qui doit être complètement rectiligne, c'est-à-dire parallèle au plan de la sonde et au plan cutané. Donc elle doit être vraiment alignée par rapport à la sonde et donc complètement rectiligne. Le fond du cotyle, donc vous voyez ici, doit être vu dans sa plus grande profondeur. Donc là, c'est le cotyle, avec la partie osseuse, le toit osseux, et ici le cartilage en Y. Vous ne voyez plus de corticale osseuse. Et la tête fémorale doit, elle, être vue dans son plus grand diamètre. Et vous devez également avoir sur cette coupe le limbus, donc la structure cartilagineuse, qui doit recouvrir ici la tête fémorale.
D'accord? Donc ici, vous avez des muscles, du tissu graisseux et donc le tissu sous-cutané. Et ce que vous voyez ici, c'est le début de la métaphyse fémorale. D'accord? La corticale osseuse de la métaphyse fémorale. Ce qui est important d'avoir également sur cette coupe, on le verra tout à l'heure pour la mesure du fond cotylobundien. Je suis désolée, là ça passe, on ne le voit pas parce que l'image est un petit peu... Mais vous devez avoir le noyau pubien, donc une structure hyper écogène ici, au fond du cotyle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de la position de la sonde, vous pouvez modifier l'aspect. Donc, si par exemple votre coupe est trop postérieure par rapport au plan de référence, vous allez avoir un aspect concave de la l'iliaque. Elle ne sera pas rectiligne par rapport à la sonde, mais elle sera trop concave. Et donc le talus sera saillant. Alors que si vous êtes un petit peu trop antérieur par rapport à la coupe de référence, à l'inverse, vous allez avoir là encore une aliliaque qui ne sera pas rectiligne, hein, mais oblique, inclinée vers la sonde, et vous allez avoir un aspect de talus qui sera faussement émoussé. Hein, donc c'est vraiment important de bien respecter ces critères. Et la première des choses à avoir, c'est d'avoir cette aile iliaque rectiligne par rapport au plan de la sonde. Alors ensuite, quels sont les critères de normalité? Donc, quelle est l'analyse morphologique que vous allez faire? Eh bien, vous allez d'abord regarder à l'œil quel est le pourcentage de couverture osseuse de la tête fémorale. Alors pour cela, vous tracez une ligne. Alors ça peut être, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de la mesurer, hein, ça peut être évident à l'œil, mais en gros, il faut que vous sachiez que c'est cette ligne. Donc on prolonge la iliaque vers le bas. Et donc, elle doit couper la tête fémorale à plus de... Vous devez avoir plus de 50% de la tête fémorale, donc qui est couvert par ce cotyle osseux. Le talus, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est cet angle entre l'aile iliaque et le cotyle osseux. Il doit être suffisamment saillant. Vous ne devez pas avoir de talus émoussé, on verra des exemples tout à l'heure. Et le cotyle doit être bien creusé pour pouvoir accueillir donc, la tête fémorale. La couverture cartilagineuse, donc on l'a vu, c'est le cartilage, il est ici hyper écogène, doit être complète. Hein, donc le cartilage de l'imbus doit complètement recouvrir le reste de la tête fémorale. Et le dernier point, donc c'est la mesure, on y reviendra également, mais c'est la mesure entre la tête fémorale ici et le noyau pubien, donc il doit être inférieur à 5 mm. Donc, lorsque vous avez ces critères, vous avez, donc, en tout cas en position neutre, une hanche qui est normale. Alors ça, c'est juste pour que vous compreniez qu'en fonction de l'âge du nourrisson, physiologiquement, vous allez avoir une couverture osseuse qui va être de plus en plus importante. Donc chez le nouveau-né, en général, elle est plutôt de l'ordre de 60%. Hein, on l'a vu, on considère que c'est normal lorsque c'est au-dessus de 50%. Le seuil, c'est 50%. À l'âge de 2 mois, physiologiquement, vous allez avoir quasiment 70% de la tête qui va être recouvert. Et puis à l'âge de 5 mois, donc qui n'est plus l'âge où on fait théoriquement les échographies de hanche, elle est quasiment complètement recouverte, à 80%. Et là, vous voyez qu'il y a donc le noyau d'ossification de la tête fémorale, d'ailleurs, qui est apparu. Alors juste un petit mot, parce que vous allez peut-être, si vous lisez des bouquins, en entendre parler. C'est l'analyse quantitative. Alors là, c'est la méthode autrichienne et la méthode utilisée donc en Allemagne, c'est des angles de graphe. Donc, qui sont des angles acétabulaires, donc qui sont mesurés et qui normalement doivent dépister les dysplasies de hanche, donc les cotyles insuffisamment creusés. Alors, il faut savoir que c'est quand même une technique qui a une mauvaise corrélation interobservateur. Hein, donc c'est une mesure qui est d'ailleurs, vous le voyez, assez difficile. Hein, donc il faut tracer des angles à partir de structures. Il faut déjà que la coupe soit parfaite et ensuite que les observateurs tracent les lignes de la même façon. Donc ça peut créer des divergences. Donc en pratique, c'est pas une méthode qu'on utilise en France. Donc voilà, faut savoir que ça existe, qu'il y a des valeurs normales, mais en pratique, pour l'échographie de dépistage, donc on utilise la couverture osseuse, comme je vous l'ai indiqué, et la manœuvre dynamique. Alors la manœuvre dynamique, elle va vous permettre d'évaluer la stabilité ou non de la hanche. Et donc là, il va falloir reproduire donc, la manœuvre luxante, c'est-à-dire de créer une adduction,
la jambe étant en flexion et en même temps d'appliquer un mouvement de rétropulsion. Donc là, la main de l'observateur doit pousser sur le genou vers l'arrière, de façon à faire sortir la hanche du cotyle si elle est instable. Alors les critères d'instabilité de la hanche, ça va être du coup un déplacement de la tête fémorale, donc par rapport à la position neutre qui sera en général au moins de plus de 2 mm. La couverture osseuse de la tête fémorale va diminuer et vous allez avoir le limbus qui va aussi se modifier. Donc d'abord s'horizontaliser lorsque vous avez une hanche fluxable et puis éventuellement s'éverser ou s'inverser. On verra également des exemples. Et puis le critère important, là encore, c'est la mesure du fond cotyloïdien qui va être supérieure à 5 mm. Ou alors, c'est ce que décrit l'équipe de Rennes, lorsque vous avez une différence entre hanche droite et hanche gauche qui va être de plus de 1,5 mm. Par exemple, si vous avez un fond cotyloïdien à droite qui mesure 4 mm et un fond cotyloïdien à gauche qui mesure 5,5 mm, ou en tout cas 6 mm, c'est pas normal. Il y a une asymétrie. Ce sont des hanches asymétriques, donc a priori anormales. Alors, cette manœuvre dynamique, bien sûr, vous n'allez pas la réaliser lorsque vous avez une hanche qui, d'emblée, à l'examen en position neutre, va vous apparaître luxée. Donc, vous voyez ici, l'aile iliaque est bien rectiligne. Le talus commence déjà à être un petit peu émoussé. Vous voyez ici le cotyle. Le noyau pubien est ici. La tête fémorale apparaît complètement sortie. Donc là, vous avez une découverture complète. Il y a 0% de la tête fémorale dans le cotyle. Le limbus est plus qu'horizontalisé. Il a même une orientation, là, il est un petit peu éversé. Et vous voyez, donc, il y a une nette augmentation de la distance entre le noyau pubien ici et la tête fémorale. Donc dans ce cas-là, vous avez déjà le diagnostic de hanche luxée, donc ce n'est pas la peine d'accentuer les choses, mais à l'inverse, il va falloir faire une manœuvre donc, inversée, donc de réduction, donc cette fois-ci de mettre la hanche en abduction, pour essayer de voir si cette tête fémorale peut revenir dans le cotyle ou pas. Parce que ça, c'est un élément important pour le chirurgien, pour le traitement. Savoir si cette luxation est réductible ou non. Alors juste pour revenir donc pour la mesure du fond cotyloïdien, donc ça c'est une technique qui a été au départ développée par l'équipe de Montpellier et puis reprise par l'équipe de Rennes. Donc c'est exactement la même coupe de référence que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors eux en pratique ce qu'ils font c'est qu'ils mettent le nourrisson en décubitus dorsal, ils fléchissent les deux genoux sur la poitrine et ils rapprochent les deux genoux, donc le bébé est en flexion avec les deux genoux l'un contre l'autre, et il pousse un petit peu sur les genoux de façon à pousser les têtes fémorales vers l'arrière. Donc ça crée une position luxante de part et d'autre, et donc ils font cette coupe coronale externe, de façon à mesurer donc le fond cotyloïdien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc entre la tête fémorale et le noyau pubien. Donc le patient normal, c'est moins de 5 mm. Et ils ont montré que lorsque cette distance était supérieure à 6 mm, et bien dans 100% des cas, ils faisaient le diagnostic la sensibilité était excellente pour faire le diagnostic de dysplasie de hanche, avec une spécificité quand même un petit peu moins bonne de 91%. C'est-à-dire que vous avez peut-être surtraité des enfants. Mais bon, ça c'est un moyen, une aide complémentaire. Donc par rapport à en plus de la couverture osseuse, de la couverture cartilagineuse, vous pouvez vous aider de cette mesure pour le diagnostic. Donc, la couverture, elle est bien là, la couverture, elle est bien, effectivement. Alors là, la conclusion, c'est qu'on base sur le 6 mm. Alors là, c'est limite. C'est vrai qu'on est, mais bon, théoriquement, supérieur ou égal à 6 mm. Là, c'est une hanche limite. Donc en pratique, en général, ils seront surveillés et revus par l'orthopédiste. 8 avec une couverture qui est comme ça, c'est vraiment pathologique. Alors 8 en général, vous aurez une découverture. Vous aurez 30% de couverture. Là, c'est un cas franchement limite. Mais quand il y a une discordance, qu'est-ce qui est le plus important en fait? Qu'est-ce qui est le plus prédictif de luxation? C'est plutôt le manque de couverture ou plutôt le... Alors cette valeur de 6 mm, le problème c'est que probablement, mais bon, il n'y a pas eu encore d'études prospectives, probablement qu'on va surcoter et donc diagnostiquer plus de hanches dysplasiques qui en fait seraient des hanches qui évolueraient normalement. Parce que c'est ça aussi, il y a une immaturité physiologique de la hanche chez le nouveau-né.
qui parfois, dans 80% des cas, on va le voir, peuvent rentrer dans l'ordre au bout d'un mois ou 2 mois. Donc probablement que c'est un petit peu trop sensible comme technique. Hein. Donc, oui. Oui. Donc, on dit le curseur sur le niveau interne du côtier. Voilà, tout à fait. Donc sur la corticale osseuse et puis sur le bord. Non. Pour la référence, c'est 2001. De couture? Non, là, je vous ai mis la référence, c'est un article récent de cette année de couture qui reprend très bien et de façon très poussée toute l'échographie de hanche. Donc il vient de paraître. Donc, 2011. Non, parce qu'on voit pas la ligne. 2011, oui. Dans le journal de radiologie, Alain Couture. Parce que l'année dernière, on a fait notre référence. Oui, bah celle-ci, oui, elle est récente. Donc voilà un exemple. Donc là, ce sont des échographies faites avec la manœuvre luxante. Et donc là, vous voyez qu'on a, mais déjà à l'œil, on a une découverture quasi complète de la tête fémorale. Il y a peut-être 10% ou 20% qui restent couverts. Et donc là, on a une nette augmentation à 9,5 mm. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Là, on a une valeur qui est normale, 4,5 mm, avec une hanche d'ailleurs qui apparaît avoir une couverture environ égale à 50%. Et là, le plus utilisé, c'est statique, dynamique. Et si vous pouvez faire la mesure du fond cotylidien, c'est un plus et ça vous aide à l'interprétation, je dirais. Alors c'est pas... Comme il y a des discordances. Bah disons que c'est toujours bien d'avoir des éléments objectifs, d'avoir des valeurs objectives. Vous faites votre impression, est-ce que la hanche est en place? Après, c'est bien de dire la couverture osseuse de plus de 50%, mesure du fond cotylien de tant de millimètres. C'est toujours mieux pour le clinicien ou l'orthopédiste d'avoir des valeurs objectives. Hein. Parce que l'échographie, par définition, c'est quand même un examen qui est un peu opérateur dépendant. Donc au plus vous pouvez donner des mesures... objective, au mieux ce sera. Mais ce qui est vraiment important, c'est que votre coupe de référence soit qualitativement parfaite. Hein, sinon... Pour la coupe de référence, j'étais étonnée de voir que les enfants ne sont pas très strictement des cubitus latérales. Est-ce que ça a une incidence sur la qualité de la coupe? Non, parce qu'en fait, votre... Il y a même des berceaux de bras. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des coussins aussi qui permettent de bien les caler, qui aident. Nous, ce qu'on fait, alors qu'il soit franchement coronal, ça n'a pas d'importance, puisque ça peut être fait sur le dos aussi. Ce qui va dépendre, c'est vous, c'est la position de votre sonde par rapport à l'enfant, en fait, qui va compter. Plus que la position de l'enfant en lui-même. Hein. Oui, la hanche est fléchie. Non, parce que vous pouvez le faire sur le dos, vous pouvez le faire avec l'enfant sur le dos, ça c'est vraiment une question d'habitude, comme vous vous sentez le plus à l'aise. La hanche fléchie. La hanche fléchie, voilà. C'est la hanche qui ne fait pas la jambe. Oui. Parce qu'il y en a qui mettent sur le dos et qui croisent les jambes en fait. Voilà, et ben ça c'est la technique de Rennes, de Catherine Tréguier, pour mesurer le fond cotylidien. Non, ils mettent les genoux l'un contre l'autre. Non, ils les mettent sur le dos et ils croisent les jambes en fléchissant un peu, mais ils mettent en fait le talon du bébé sur le niveau de son genou externe. Ouais, et du coup, c'est au contraire, c'est la manœuvre d'abduction qui ne met pas en... Donc là, c'est pas vraiment une position luxante, à mon avis. Ouais. C'est plus une position neutre, alors. Ouais. Ouais, voir Ouais. qui pourrait se évaluer. Moi, je vais plus faire comme ça, un peu les jambes en tailleur, c'est les pieds qui sont pliés, les genoux qui sont écartés. Ça m'a donné un Rennes, visiblement, il faut le contraire. Ouais. Ce que l'on Pour obtenir la position luxante, en fait. L'idée, c'est ça. En fait, ils fléchissent et ils luxent en appuyant. En appuyant avec la main, voilà, en prenant les genoux et en appuyant. Et les autres laissent en fait les jambes droites, mais font un mouvement d'abduction. Adduction, c'est le mouvement de réduction, théoriquement. Donc, mais il faut sa jambe droite. Oui, j'ai déjà vu. Ouais. Quand on dit le fond cotylédien, c'est la partie du fond du cotyloïde qui appartient au pubis, dans le cartilage en Y. Alors non, en fait, c'est la structure. En fait, il y a le ligament rond et le pulvinar. Donc, c'est des structures molles, en fait, qui sont entre le... C'est le cartilage en Y, c'est là que ça... Non, alors le cartilage en Y, il est là. Oh là, il n'a pas aimé. Le cartilage en Y, il est là. Donc là, il y a le cotyle osseux. Là, il y a le noyau pubien, le cartilage en Y, c'est là. Il y a plus, vous voyez que c'est cartilagineux, c'est hypoécogène. Alors, ce qu'on appelle le stricto sensu, oui, c'est dans le cotyle. Le cotyle, tout ça, c'est le cotyle. Hein. C'est là où va être placée la tête fémorale. Mais ce qu'ils appellent le fond cotylodien, c'est entre la tête fémorale et le noyau pubien.
Alors, donc, pour votre interprétation, donc, ce qu'il faut que vous soyez assez systématique et donc que vous regardiez, donc, quelle est la couverture osseuse de ma tête fémorale, comment est l'encorbellement osseux, alors c'est-à-dire comment va être le talus, donc cet angle entre le cotyle et la iliaque, on va y revenir, et est-ce que le toit du cotyle est creusé ou non. Et ensuite, quelle est la couverture cartilagineuse? Est-ce que ma tête est complètement couverte par le cartilage ou pas? Et ensuite, passer à l'analyse dynamique. Alors, la couverture osseuse de la tête fémorale, on l'a vu, elle peut être chiffrée grossièrement. On ne vous demande pas d'être à 2% près, mais est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est moins de 30, d'avoir un ordre de grandeur. Et puis pour l'aspect du talus, donc là, j'ai volontairement donc tourné l'image à 90 degrés, donc là pour avoir la position physiologique. Donc cette fois-ci, le haut va être ici, le bas, vous avez le noyau pubien ici. Donc votre aile iliaque va être comme cela, le cotyle va être ici, et donc ce talus, c'est ce rebord osseux ici. Donc ça, c'est un peu l'aspect que vous auriez sur la radio, comme la même incidence qu'une radiographie du bassin. Donc là, vous avez un cotyle bien creusé et un talus qui va être bien saillant. À l'inverse, ici, vous allez avoir un cotyle qui va apparaître peu creusé et un talus qui va être émoussé, donc très peu marqué. Ça, c'est vraiment un cas de hanche luxée typique. La couverture cartilagineuse, donc là, je me répète, mais donc c'est ce cartilage ici hyperéchogène qui doit normalement recouvrir complètement la tête fémorale. Alors, il peut être horizontalisé, donc lorsque la tête fémorale a tendance à sortir, il va d'abord s'horizontaliser. Après, il va éventuellement être écrasé par la tête fémorale. Il peut ensuite s'éverser, c'est-à-dire passer complètement en dehors lorsque la tête fémorale est encore davantage sortie. Et puis la situation un peu plus embêtante, c'est lorsqu'il vient s'inverser, donc il vient s'interposer en fait entre le cotyle et la tête fémorale. Et donc là, vous comprenez bien, ça va être un facteur de risque de non-réduction. Ça va être des hanches luxées non réductibles qui vont embêter le chirurgien. Ouais. Excusez-moi, c'est l'anatomie du nouveau-né, et donc, parce que moi j'ai refait l'anatomie d'adulte, et cette terminologie-là, on ne la voit pas. On voit le labrum, on n'a pas l'abus, on voit le sourcil acétabulaire qui doit correspondre à votre talus, mais enfin, bon, bien sûr, ça se transforme à l'âge adulte, mais je veux dire, on ne retrouve pas la terminologie anatomique. C'est sûr que chez l'adulte, déjà, tout est ossifié, donc on va plus avoir les mêmes repères, on va plutôt avoir une description radiologique qu'échographique. C'est ça. Donc là, c'est des repères échographiques qu'effectivement, le limbus, on ne le voit pas en radio. C'est vraiment une structure qu'on voit à l'échographie. On voit le labrum. Alors le labrum, oui. En fait, le labrum, c'est la partie hyperéchogène. Mais vous pouvez utiliser l'un pour l'autre, ça n'a aucune incidence. Mais même si vous ne vous souvenez pas du terme, c'est pas grave. Parce que si vous dites cartilage, c'est fibrocartilage, peu importe. C'est c'est des termes latins qui sont peut-être un peu compliqués et on ne vous demande pas forcément de les retenir, mais en tout cas de bien comprendre le principe. Il faut que ce cartilage recouvre complètement la tête fémorale. Et donc, une fois qu'on a fait cette analyse statique, donc on va regarder en position dynamique. Donc là, est-ce que la tête va s'excentrer par rapport à la position neutre et est-ce qu'elle va se découvrir? Et donc là encore, vous pouvez chiffrer. Donc en manœuvre dynamique, ma couverture va être de 30%. Ou alors, elle va être inférieure à 30%. Donc là, on va avoir une hanche complètement luxable. Et donc, en manœuvre dynamique, vous pouvez donc mesurer ce fond cotyloïdien. Donc là, en position neutre, il était de 4 mm. En manœuvre dynamique, il passe à 9 mm. Donc là, vous avez vraiment un déplacement, une excentration de la tête importante et un découvrement complet donc dans une hanche luxable. Alors ça, c'est juste un petit peu pour vous rappeler, je ne vous demande pas là encore de retenir cette classification. Donc ça, c'est la classification de Graf, donc la classification classique. Mais donc ce qui est plus important, c'est que vous décriviez bien ce que vous voyez en échographie. Donc comment est le modelage osseux, comment est l'encorbellement, comment est la couverture. On vous demandera plutôt que de classifier, de faire des classifications que les gens ne connaissent pas forcément, il vaut mieux être descriptif dans votre compte rendu. Et en pratique, vous allez conclure, donc soit vous avez une hanche qui est normale, donc stable, c'est-à-dire qu'en position neutre, tous vos critères sont respectés et vous n'avez pas d'excentration lors de la manœuvre luxante.
Donc là, votre hanche est normale. Soit vous avez une hanche qui va être dite luxable, c'est-à-dire qu'en position neutre, les critères sont respectés, mais lorsque vous faites une manœuvre dynamique, eh bien, il va y avoir une petite excentration. Donc là, c'est le cas un peu litigieux. On arrive à un fond du cotyle qui va être de 6,5 mm, alors qu'on a une couverture qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc ça, c'est souvent Enfin, on va le revoir, mais un aspect physiologique chez le nouveau-né de moins d'1 mois. Et troisième cas de figure, c'est lorsque la hanche va être luxée. Et donc là, il va falloir déterminer si elle est réductible par la manœuvre inverse d'abduction ou si elle est irréductible. Et donc, dans votre compte-rendu, vous allez être descriptif, dire que la hanche est pathologique. Vous avez le droit de dire qu'elle est douteuse, lorsque vous avez des mesures limites et lorsque vous n'êtes pas sûr. Et donc, je vous encourage à mettre éventuellement qu'un avis orthopédique spécialisé apparaît utile, mais en aucun cas ne donner de conseils thérapeutiques ou de suivi. Ça appartient vraiment au médecin clinicien qui va prendre en charge l'enfant. Au moindre doute, il vaut mieux demander un avis orthopédiste spécialisé. Qu'est-ce qu'il va faire de plus puisqu'il va se baser sur ce qu'on lui dit? À l'examen clinique. Un orthopédiatre, il va à l'examen clinique, il vous fait le diagnostic de hanche luxée ou luxable. L'examen permet de... Mais le problème, c'est que l'enfant n'est pas systématiquement examiné par un orthopédiste, c'est ça le problème. Donc, ça permet de pallier aux insuffisances de l'examen clinique. Mais c'est vrai qu'en général, l'orthopédiste... alors, cliniquement, il peut passer peut-être à côté d'une hanche un peu luxable, mais bon, comme en général, c'est des hanches qui vont bien évoluer, mais cliniquement, l'orthopédiste fait le diagnostic, bien sûr, donc lui, il tranchera... Alors juste des petits exemples pour répéter un petit peu ce qu'on a vu. Donc là, c'est un cas de hanche complètement normale. Donc en position neutre, vous avez une couverture qui est de plus de 50%. Lors de la manœuvre dynamique, donc en adduction, la tête fémorale reste bien centrée, bien couverte, à la fois par le cotyle osseux et par le cartilage. Et vous avez une distance qui reste inférieure à 5 mm. La hanche instable, donc c'est la hanche qui va être en position neutre normale, avec une couverture de 50%, une mesure du fond cotylodien normal, mais lorsque vous appliquez la manœuvre dynamique, vous allez avoir cette distance qui va augmenter, donc 6,5 mm, avec une petite découverture, donc on a un petit peu moins que 50%, mais bon, c'est pas catastrophique, on a plus de 30%, plus d'un tiers de la tête fémorale qui est couverte, donc ça va vraiment... c'est souvent des hyperlaxités, et donc si on fait l'échographie un petit peu trop tôt, on va avoir cet aspect-là, donc avant l'âge d'1 mois. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre 4 ou 6 semaines pour éviter justement de traiter par excès ces hanches-là. Alors la hanche luxable, donc c'est la hanche qui, donc déjà lors de la manœuvre en position neutre, vous voyez qu'il y a quand même une couverture qui n'est plus de 50%. Vous avez à peu près un tiers de la tête qui apparaît couvert. Et lorsque vous faites la manœuvre dynamique, donc la manœuvre luxante, vous obtenez une découverture complète, quasi complète, de la tête fémorale et une nette augmentation de la distance du fond cotylodien, qui est passé de 4 à 9 mm. Donc là, il y a une excentration nette, une découverture. Donc là, vous avez une hanche luxable, donc sans ambiguïté. Et vous voyez par ailleurs que le cotyle apparaît un petit peu émoussé. Le talus, apparaît un petit peu émoussé. Le limbus se verticalise, tout à fait. Puisque la tête sort et qu'elle appuie, elle repousse le limbus, il va apparaître verticalisé. Alors là, vous avez un autre cas de figure. Donc, on met la sonde sur la hanche, on est en position neutre. Et là, d'emblée, vous voyez que cette tête fémorale, elle est complètement sortie du cotyle. Donc, vous n'avez aucune couverture osseuse. Pourtant, la iliaque est bien alignée. Vous avez votre position de la sonde est correcte. Et vous avez une mesure du fond cotylodien qui est très augmentée, puisqu'elle est de 11 mm. Donc dans ce cas-là, pas la peine d'en rajouter et d'essayer de la luxer davantage. Là, à l'inverse, vous allez faire la manœuvre d'abduction et essayer de voir si cette tête se repositionne donc en abduction. Et donc là, vous voyez que ce n'est pas le cas, elle se réintègre de façon très médiocre. Et vous voyez là encore que le cotyle est complètement dysplasique, il est très peu creusé, et vous avez un talus qui est très émoussé.
Alors l'aspect donc du cartilage, hein, donc dans cette hanche qui est là encore luxée, donc là il va être horizontalisé, donc c'est-à-dire qu'il va être à 90 degrés par rapport à la iliaque. Là vous avez un talus qui va être éversé, c'est-à-dire que la tête fémorale qui est encore plus sortie va appuyer et le refouler vers le haut. Et là, vous avez une structure cartilagineuse qu'on ne voit même plus. Hein. Donc là, le cotyle est complètement plat, vous n'avez plus de talus. Et là, le cartilage est complètement inversé. Donc là, vous avez une hanche qui est irréductible, hein, puisque vous ne pouvez plus la repositionner dans le cotyle, qui de toute façon est quasiment inexistant. Donc là, c'est une forme très, très évoluée. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau qui vous résume un petit peu les différentes situations qu'on peut rencontrer, de la hanche instable à la hanche luxable, luxée ou luxée irréductible, hein, donc par ordre de gravité, avec théoriquement les signes cliniques qu'on doit retrouver en fonction de ces différents tableaux, et puis un ordre de grandeur des déplacements que vous allez avoir et de la couverture osseuse que vous devez avoir dans les différents cas de figure. Et puis les petits schémas correspondants, donc qui reprennent un petit peu tout ce qu'on a dit. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur donc, le plus important, donc c'est l'échographie de dépistage, la coupe de référence et l'examen dynamique? Moi, je suis un peu perdue. Si la manœuvre pour luxer la hanche, c'est en abduction, c'est-à-dire que c'est une luxation plantaire, il y a de hanche. Je pensais que la luxée en postérieur. Oui, c'est en adduction, en adduction, rétropulsion et flexion. Et flexion de la hanche. Voilà. Oui, flexion de la hanche. D'ailleurs, quand on fait la coupe, normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de fémur puisqu'on est en flexion. Voilà, hein. ouais. C'est pour ça que ça ne fait pas partie des critères de qualité. Ouais. La métaphyse fémorale ne fait pas partie des critères de qualité. Les cours d'anatomie du nouveau-né, enfin je m'explique, c'est-à-dire les coupes où la vision en anapathe ou en macroscopique, on n'en a pas tellement vu, hein, je veux dire, parce que voir comment est foutue la rampe du nouveau-né, c'est pas évident, parce que dans les bouquins d'anatomie, ils ne la montrent pas. Ouais, non, c'est sûr. Parce que l'anatomie est différente. Donc là, je vais juste vous donner des petites notions. Donc, c'est pas forcément à retenir. Donc là, c'est plus spécialisé, mais il y a d'autres voies d'abord, donc qui permettent d'examiner la hanche. Mais donc, ce qu'on vous demande vraiment de retenir, c'est la coupe de référence de Graf, hein, donc qui est celle qui est la plus utilisée. Mais là, celle-ci, ça va être plutôt celle qu'on va utiliser pour un enfant qui va être donc traité, donc avec un linge d'abduction ou un harnais de Pavlik. On ne va pas pouvoir faire forcément l'examen classique, donc on va utiliser d'autres voies d'abord. Donc là, c'est une coupe, donc tout à l'heure c'était coronal, hein, donc vous comprenez bien ce que c'est que le plan coronal par rapport à l'enfant. Là, ça va être une coupe axiale, donc en tranche, hein, donc par voie externe, et vous allez avoir la tête fémorale qui doit être normalement appuyée sur le noyau pubien, qui cette fois-ci va apparaître ici, et le noyau ischion postérieur. Donc vous devez avoir cet aspect. Donc bon, ça, vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais c'est pour savoir qu'il y a d'autres voies d'abord. Là, l'autre voie d'abord, donc ce que je vous ai montré, c'était par coupe axiale par voie externe. Là, c'est encore coupe axiale, mais par voie antérieure. Donc là, on va aligner la métaphyse fémorale, cette fois-ci, la tête fémorale cartilagineuse et le noyau du pubis. Alors, dans une situation normale, tout va être aligné, donc métaphyse, tête fémorale et noyau pubien, alors que lorsque la hanche est luxée, donc elle va se déplacer en postérieur, et vous allez avoir le cornet de glace là, qui va basculer vers l'arrière, et donc qui ne va plus être en continuité avec le noyau pubien, donc qui est représenté ici. Donc ça, c'est utile lorsqu'on fait le suivi d'un enfant qui est donc luxé. Alors bon, ça c'est un petit rappel de la prise en charge clinique. Donc lorsque à l'examen clinique et à l'échographie, on a une hanche luxable, donc qui sort lors des manœuvres dynamiques. Donc en général, on va demander un avis orthopédiste qui le plus souvent prescrira un langeage en abduction, fera un contrôle un mois plus tard, et dans la grande majorité des cas, tout se sera normalisé, la clinique et l'échographie. On fera quand même une radiographie de bassin de principe à 4 mois pour s'assurer que tout est bien en place. Mais la majorité des hanches luxables rentrent dans l'ordre spontanément avec juste des conseils de posture.
Si l'examen clinique et l'échographie restent anormaux malgré ce traitement postural, à ce moment-là, l'orthopédiste décidera éventuellement de traitements plus compliqués. Alors la hanche luxée qui sera réductible, donc lorsque dès la naissance l'examen clinique est anormal et que vous avez une échographie franchement pathologique, là c'est une urgence thérapeutique, donc il faut adresser l'enfant là encore à un orthopédiste pédiatre qui va, en fonction du caractère réductible ou non et de son examen clinique, donc de l'abduction limitée ou non, qui décidera soit de faire un longeage dans l'abduction, soit de traiter l'enfant par un harnais de Pavlik. Et alors, ce qui est le plus compliqué, donc on a vu un cas tout à l'heure, donc la hanche luxée irréductible, hein, donc soit lorsque le cartilage s'est interposé entre la tête et le cotyle, soit lorsqu'il y a quasiment plus de cotyle. Là, c'est des traitements qui sont beaucoup plus lourds. Il va y avoir une mise extension en continu à partir de l'âge de 4 mois et souvent des traitements chirurgicaux. Et lorsque vous avez un examen qui est un petit peu douteux, donc une hanche subluxable, donc ça peut être une hyperlaxité physiologique, donc il ne faut pas hésiter à refaire l'examen à distance. Et donc là, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut que l'enfant soit en relâchement musculaire le plus relâché possible pour avoir un examen de bonne qualité. Voilà, ça c'est juste pour illustrer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc le coussin d'abduction, le harnais de Pavlik. Et puis on l'a vu, la surveillance sous traitement, et ben, ça va être le couple radio-écho, hein, donc la radio qui ne montre que les structures ossifiées, bien sûr, et l'échographie. Vous pouvez nous montrer le noyau pubien, le noyau sur la radio, là on les voit là. Alors là on le voit, alors là vous avez la branche pubienne et la branche voilà, d'accord. Voilà, ischio-pubienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement de la luxation de hanche peut quand même avoir des complications. C'est pour ça qu'on ne fait pas de longeage systématique en abduction pour tous les enfants. Sinon, ça pourrait être un bon moyen. On n'aurait plus besoin de faire de pistage. On pourrait éviter la luxation de hanche, l'éradiquer à 100%. C'est simplement parce que lorsqu'on fait une mise en abduction à plus de 60 degrés, on va comprimer donc l'artère circonflexe, donc vous voyez ici sur ce petit schéma, donc lors de la mise à l'abduction, et donc on risque d'entraîner dans un certain nombre de cas une ostéonécrose de la tête fémorale. Donc ça fait partie des complications connues du traitement, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus surtraiter ces hanches de manière abusive. Alors, il y a des études, justement. Alors ça le Doppler, je dirais, il ne se fait pas à titre systématique, mais lorsqu'il y a des hanches compliquées, donc qui sont luxées, et lorsque on en arrive à faire une réduction sanglante au bloc opératoire, éventuellement, le chirurgien peut s'aider du Doppler pour fixer la hanche dans une position qui ne sera pas, où la vascularisation sera préservée. Et quand on a un périodique, on ne demande pas de vérifier la vascularisation de la tête fémorale régulièrement? Alors nous, on ne le fait pas à titre systématique. Ça a été proposé étudié par certaines équipes, mais c'est vrai que nous, on ne le fait pas de manière systématique. Ça reste vraiment pour des cas de luxation sévère. Alors les autres moyens d'imagerie, on peut utiliser le scanner basse dose avec des protocoles basse dose. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez une hanche luxée, donc immobilisée par plâtre. Hein, donc les rayons X traversent le plâtre et donc vont permettre de bien voir. Alors c'est sûr que là, la tête cartilagineuse du côté luxé, on ne la voit pas. Hein, Par contre, on voit que de l'autre côté commence à apparaître le noyau d'ossification de la tête fémorale. Et donc c'est d'autres méthodes complémentaires qui permettent d'aider à vérifier que la réduction donc, chirurgicale est de bonne ou de mauvaise qualité. Et puis on peut aussi s'aider de l'IRM, donc là encore ça reste des indications exceptionnelles, donc c'est surtout lorsqu'on a des luxations compliquées, irréductibles. L'avantage de l'IRM, c'est qu'on voit très bien les structures cartilagineuses, et donc là le cartilage en Y, que vous voyez ici, qui apparaît blanc, hein, donc là vous avez la structure osseuse, l'aile iliaque ici, le fémur ici, la tête fémorale donc, qui est cartilagineuse, donc elle apparaît blanc. On voit de l'autre côté que le noyau d'ossification est apparu au sein de la tête cartilagineuse. Donc là vous avez l'anatomie normale avec ici le pubis, le cartilage en Y,
Il est noir, la l'ossification. Oui, parce qu'il est dense, Hypocine, c'est du cortical osseuse, donc ça apparaît en hypocine et en IRM. L'avantage de l'IRM, c'est donc on va voir ce cartilage, et donc du côté luxé, on a une hypertrophie du cartilage qui empêche donc la remise en place de la tête fémorale. Donc là, ça va plutôt aider le chirurgien à bien comprendre l'anatomie. Et on utilisera aussi l'IRM pour voir les complications donc à distance, donc l'ostéonécrose. Là encore, c'est l'IRM qui fera le diagnostic. Et là, on n'est pas dans le plan du noyau pubien. Il est par là, il est là, le noyau pubien. Il est là. Et donc souvent, lorsqu'il y aura une réduction sanglante, le chirurgien réalisera une arthrographie au bloc opératoire et également pour essayer de comprendre pourquoi ces luxations sont irréductibles. Quelles sont les structures anatomiques qui vont bloquer. Alors juste un petit mot sur la radiographie de bassin. Donc lorsque l'enfant a dépassé l'âge de 3 ou 4 mois, l'échographie n'est plus performante et donc là on peut utiliser la radiographie puisque les noyaux d'ossification théoriquement à ce terme-là sont apparus. Alors il faut savoir qu'il y a une grande variabilité interindividuelle, hein, donc ça dépend si l'enfant était prématuré, ça dépend de plein de choses. Alors il faut que la technique, là encore, soit vraiment parfaite. Donc les rotules doivent être au zénith, les genoux doivent être légèrement fléchis, les pieds doivent être en rotation interne légère. Idéalement, il faut utiliser un protège-gonade chez le garçon. C'est utile chez la fille parce qu'on ne sait pas où sont les ovaires. Et si vous mettez votre protège ovaire, vous ne verrez plus vos cotyles. Donc, on peut l'utiliser chez le garçon, chez la fille, c'est malheureusement impossible. Donc les critères de qualité, là encore, sont importants à respecter. Vous allez voir ce cartilage en Y, donc cette structure radiotransparente ici, qui va vous permettre de tracer une ligne qui passe par le cartilage en Y, de façon à pouvoir faire le diagnostic de luxation de hanche. Donc là, vous avez une radio qui est normale. Les noyaux d'ossification épiphysaire fémorale supérieure sont apparus. Ils sont bien en place au sein du cotyle qui est normalement creusé. Le talus est normalement saillant. Donc là, on est tranquille. Lorsque vous avez des noyaux fémoraux qui ne sont pas apparus, vous allez utiliser d'autres repères qui sont ce qu'on appelle la ligne de Putty. Alors la ligne de Putty, c'est la ligne en fait qui va passer par le bord interne de la métaphyse fémorale. Hein, donc bord interne de la métaphyse fémorale. Donc normalement, elle doit couper le cotyle. Alors que lorsque vous avez une luxation, donc la métaphyse va être excentrée et donc elle va couper le cotyle à sa partie externe. D'accord ? Donc là, la hanche est normalement centrée. La ligne qui passe par le bord interne de la métaphyse ici va... Là, c'est l'inverse. C'est la hanche luxée, donc elle sort du cotyle. Hein. Le cotyle est complètement d'ailleurs peu creusé, le talus est émoussé, et donc la métaphyse est excentrée par rapport au cotyle. Des deux côtés. Là, vous avez une luxation bilatérale. Lorsque les noyaux fémoraux sont apparus, donc là c'est plus facile, donc on prend toujours la même ligne des cartilages en Y, hein, donc du cartilage radiotransparent. Cette fois-ci, on va prendre la ligne qui passe par le bord externe du cotyle. Et donc normalement, la tête fémorale doit être complètement recouverte, hein, donc le noyau d'ossification doit être dans le cadran inféro-interne, alors que lorsque vous avez une hanche luxée, il sera excentré. Donc là, il n'est plus dans ce cadran interne, mais il est en dehors. Hein, donc, ce sont les lignes qu'on va utiliser pour dire si une radio du bassin est normale ou non. Alors, les signes indirects, de luxation de hanche, c'est lorsqu'on voit la tête fémorale ossifiée qui va être excentrée. Mais les signes indirects, donc on l'a vu, c'est la métaphyse qui va être excentrée par rapport au cotyle. Hein, donc là, la ligne de Putty, qui ne coupe pas le cotyle. Lorsque le talus va être émoussé, hein, donc là on n'a plus du tout de rebord osseux, le cotyle va être non creusé, avec anormalement oblique. Et puis un bon signe, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on a souvent du côté lorsque la hanche est luxée, un retard d'apparition du noyau d'ossification, donc un retard de maturation osseuse. Donc en conclusion, donc pour la luxation congénitale de hanche, avant 3 mois, dépistage clinique vraiment obligatoire, systématique.
Et l'échographie de hanche, donc à réserver pour les enfants présentant des facteurs de risque, est réalisée de préférence entre l'âge de 4 et 6 semaines pour éviter de surcoter un petit peu tout ce qui est hanche subluxable, en tout cas luxation physiologique du nouveau-né immature. Lorsque l'enfant a plus de 3 mois, à ce moment-là, on préférera la radiographie du bassin de face, puisque théoriquement, à cet âge-là, les noyaux fémoraux sont apparus et que vous avez des bons repères qui vous permettent de faire le diagnostic de luxation de hanche. Donc voilà, pour le gros morceau du cours. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, donc là, ça va aller beaucoup plus vite, hein, parce que là, c'est très simple. Donc, c'est l'échographie de hanche pour ce qui est du bilan de Boitry et de l'impotence fonctionnelle du membre inférieur. Donc, chez l'enfant, un enfant qui se présente aux urgences pour Boitry, impotence fonctionnelle, il va avoir systématiquement une radio du bassin, donc de face et de profil. Donc, la radio de profil, c'est ce qu'on appelle l'incidence en grenouille, de Lowenstein, hein, donc c'est les jambes écartées. Donc, on a les deux hanches simultanément, donc c'est la réalisation la plus facile chez l'enfant. Donc on commence toujours par cette radio de bassin face-profil. Si on ne voit pas d'anomalie, on va aller compléter par l'échographie de hanche. Et lorsque cette échographie de hanche est elle aussi normale, on peut éventuellement, en fonction du contexte, donc si c'est un nourrisson avec un examen difficile, on peut compléter par des radiographies du membre inférieur, face-profil, afin de rechercher une petite fracture ou voilà, lorsque le contexte n'est pas très évocateur. Alors, pas d'échographie seule chez l'enfant, parce que vous pouvez passer à côté de choses, justement de fractures, que vous ne verrez pas forcément à l'échographie. Et puis, méfiez-vous aussi de la douleur projetée au genou, donc il y a un classique qui est bien connu par les urgentistes. Et donc la technique d'échographie de hanche, donc c'est pas du tout la même coupe qu'on vient de voir donc, pour le dépistage de luxation de hanche. Là, vous allez passer par voie antérieure, donc l'enfant est assis, allongé sur le dos, hein, donc les jambes tendues, les pieds un petit peu en rotation interne, hein, de façon à ce que le liquide se collecte un petit peu en antérieur. Ça marche plus? Non, c'est parce qu'on n'avait pas mis la souris. Enfin bon, c'est bon. On n'aime pas que vous faisiez trop vite, c'est bon. Donc l'enfant décubitus dorsal, donc pied tendu en légère rotation interne, et vous mettez donc toujours la sonde Barrett haute fréquence. Vous allez la mettre cette fois-ci sagittale par rapport à l'enfant. Hein, donc c'est dans ce plan-là. Et donc par voie antérieure, vous allez l'appliquer juste sur la partie antérieure de la hanche. Donc comme ce qui est indiqué sur le schéma en haut. Et vous allez donc obtenir cette image que vous voyez ici. Donc vous allez avoir ici la tête fémorale. Donc là, il s'agit d'un enfant plus grand. Donc vous voyez que cette fois-ci, elle est ossifiée. Vous voyez le cartilage vous devinez ici le cartilage de croissance entre la tête fémorale et la métaphyse. La métaphyse, donc, qui est une corticale osseuse, donc qui apparaît hyperéchogène ici. On voit un petit peu de cartilage ici de la tête fémorale. Et surtout, on voit qu'on a une image hypoéchogène ici, donc au sein de l'articulation. Donc là, vous avez la capsule articulaire ici. Là, vous avez les muscles et le tissu graisseux. Donc vous voyez qu'il y a à la partie antérieure de la hanche, vous avez ici la présence d'un épanchement intra-articulaire hypoéchogène, anéchogène, donc noir. Et donc là, vous allez vous aider de clichés comparatifs, hein, donc toujours regarder en échographie musculo-squelettique les deux jambes pour avoir l'aspect symétrique ou non. Et donc vous allez représenter ici, dédoubler votre image, faire une hanche, la hanche d'un côté, la hanche de l'autre côté. Là vous voyez bien la différence. Donc ici la capsule, l'articulation est virtuelle, sans liquide, alors que de ce côté-ci vous avez l'épanchement anéchogène. Alors c'est une technique donc, qui est très facile, hein, qui s'apprend très rapidement, contrairement à la coupe de référence pour les dépistages de la luxation qui demande un petit peu plus d'entraînement. Là c'est vraiment une acquisition très facile et ça a une très très forte sensibilité puisque vous allez dépister un épanchement de hanche dans la quasi-totalité des cas. Par contre, il faut avoir bien à l'esprit que c'est absolument pas spécifique et donc ça ne va pas vous dire l'étiologie de cet épanchement. Et donc de principe, même si la synovite aiguë transitoire est souvent la pathologie la plus fréquente, il faut toujours avoir en tête
qu'un épanchement de ce type-là peut révéler une arthrite septique. Donc c'est vraiment, dès que l'enfant est fébrile ou dès qu'il y a un syndrome inflammatoire, on va le considérer comme arthrite septique jusqu'à preuve du contraire et il faudra aller jusqu'à la ponction lavage pour éliminer ce diagnostic. Alors l'avantage de l'échographie, c'est que ça peut aussi vous permettre de voir des anomalies associées. Donc vous pouvez voir un abcès dans les tissus mous ou alors un abcès sous périostée. Et là, du coup, ça va vraiment faire pencher la balance vers une infection ostéo-articulaire. Donc là, c'est pour vous montrer un exemple. Donc là, vous avez une corticale osseuse, un os long. Je crois que c'était un fémur. Non, c'est un tibia, pardon. Un tibia. Et vous voyez qu'il y a un petit décollement ici du périoste, échogène. Donc vous aviez une collection ici sous périostée. L'échographie, donc lorsque vous regardez la hanche, ça peut être utile d'aller dans un contexte d'urgence jusqu'au genou, donc c'est très facile. Vous pouvez également... Alors normalement, l'épanchement du genou, il se voit sur la radiographie standard. Mais bon, si l'enfant arrive jusqu'à l'échographie, vous pouvez jeter un petit coup d'œil et donc voir éventuellement donc cet épanchement ici dans la bourse sous-quadricipitale. Donc là, vous avez le haut le tibia. Ici, vous avez la partie inférieure du fémur et donc ça va se collecter ici sous le quadriceps. Cette image-là, c'est juste pour vous montrer que là, vous avez une tête fémorale normale et là, vous avez une tête qui a glissé. Donc dans ce cas-là, c'est une fracture, en fait, un glissement épiphysaire. Alors, les étiologies de la boiterie donc chez l'enfant, donc toujours avoir en tête donc, le diagnostic vraiment à éliminer en priorité, c'est l'arthrite septique, donc à tout âge, même si elle est beaucoup plus fréquente chez le nourrisson, vous pouvez la rencontrer à tout âge, donc c'est vraiment l'urgence diagnostique et thérapeutique. Alors après, la synovite aiguë transitoire ou le rhume de hanche, donc c'est plutôt entre l'âge de 3 et 10 ans, donc c'est très fréquent. L'évolution est très souvent rapidement favorable. On fera quand même une radiographie de contrôle à distance de l'épisode pour s'assurer que ce n'est pas en fait un début d'entrée de la maladie dans ce qu'on appelle l'ostéochondrite, donc qui là est un phénomène vasculaire, une lésion vasculaire de la tête fémorale, qui en général sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'il y a des facteurs favorisants, donc les enfants drépanocytaires, les enfants qui sont sous corticoïdes. Mais on peut avoir des formes idiopathiques donc qui vont survenir entre l'âge de 3 et 10 ans, donc c'est à peu près le même âge que la synovite aiguë transitoire. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la maladie de Legg-Perthes-Calvé, et ça peut souvent être bilatéral. Donc c'est moins fréquent heureusement, mais le tableau peut ressembler initialement à une synovite aiguë transitoire. C'est pour ça qu'on va aller jusqu'à la radio de contrôle pour éliminer ce diagnostic. Et puis l'autre pathologie de hanche classique en pédiatrie, c'est plutôt cette fois-ci donc un âge plutôt chez l'adolescent qui en général a une surcharge pondérale, donc c'est pas du tout le même tableau clinique, et c'est l'épiphysiolyse, donc là vous allez avoir le glissement de la tête fémorale. Donc je vais vous montrer une radio, et puis là une boiterie, ça peut bien sûr révéler des lésions traumatiques, une hémophilie, une maladie inflammatoire, donc c'est vraiment la boîte de Pandore, mais là c'est vraiment les diagnostics les plus classiques au niveau de la pathologie de hanche. L'épanchement, c'est pour les deux premières situations. Alors l'épanchement, arthrite, synovite, vous pouvez avoir dans l'ostéochondrite, vous pouvez avoir un épanchement, alors, et en général, parce qu'en général l'ostéochondrite c'est une maladie un peu chronique entre guillemets, et on peut vous demander, donc même si à la radio vous avez des signes évidents d'ostéochondrite, on peut aller jusqu'à l'échographie de hanche lorsque l'enfant fait une poussée douloureuse, parce que ça va, parfois la ponction de cet épanchement va le soulager cliniquement. Il peut y avoir une poussée un petit peu inflammatoire, entre guillemets, donc on peut être amené à faire une échographie, même si à la radio, on a des signes typiques d'ostéochondrite. Pas pour l'épiphysiolyse. L'épiphysiolyse, non, c'est pas... Voilà. Le diagnostic est vraiment radiologique pour l'épiphysiolyse. C'est pas tardif. Alors, exactement. Le problème de l'ostéochondrite au stade très précoce, c'est que la radio est normale. L'échographie aussi, et c'est que l'IRM qui peut faire le diagnostic, avec injection, pour être contraste. On verra une absence de rehaussement qui est due à l'ischémie de la tête fémorale, qui ne sera malheureusement pas visible en échographie ou en radio. Et là, le Doppler n'est pas contributif du tout. Non, ça n'a pas été décrit, c'est vraiment une vascularisation, une microvascularisation en fait, qui est défectueuse. Alors l'épiphysiolyse, donc le tableau, donc c'est l'adolescent obèse, souvent en surcharge pondérale.
Donc la radiographie de face, donc il faut savoir repérer les petits signes. Donc un bon signe, c'est de tracer la ligne de Klein. Donc la ligne de Klein, c'est cette ligne qui va passer sur le bord externe de la métaphyse et qui normalement doit couper la tête fémorale. Donc la tête fémorale ici, cette ligne doit croiser la tête fémorale. Vous voyez que du côté gauche, elle est tangentielle, mais elle ne la croise pas. Donc ça veut dire que vous avez un petit glissement de la tête fémorale en dedans. Et vous faites la radio de profil, et là, ça devient complètement beaucoup plus évident. Vous voyez beaucoup mieux ce déplacement, donc ce glissement de la tête fémorale. En fait, il y a eu un glissement au niveau du cartilage de croissance, et donc la tête fémorale a glissé en dedans, en arrière. Donc c'est vraiment... Oui, là, vous avez une tête fémorale qui est bien dans le prolongement, alors que là, vous voyez qu'elle est décalée, elle est tombée en dedans. Donc ça, c'est une urgence diagnostique parce qu'il faut d'emblée mettre l'enfant en décharge. Donc il ne repart pas sur ses deux pieds lorsque vous avez fait le diagnostic. Il sera mis en traction et éventuellement, les chirurgiens décideront de faire un vissage cervico-céphalique. Donc c'est pour ça qu'on fait systématiquement la radiographie de profil. Pareil pour l'ostéochondrite, le cliché de profil peut être très utile parce qu'on peut... Alors là, on voit d'emblée vous avez une tête fémorale normale, bien régulière. Ici, vous avez un aspect irrégulier de la tête fémorale, avec des petits défects sous-chondrales. Il y a un petit effondrement de l'os sous-chondral ici. Alors, lorsque c'est l'avantage de ce cliché de profil, c'est que ça va permettre de montrer une autre région, une autre partie de la tête fémorale. Donc, ça va sensibiliser un petit peu votre diagnostic. Mais là, bien sûr, on est déjà à un stade un peu avancé. Et souvent, cette pathologie est diagnostiquée assez tardivement. Il y a éventuellement chez le drépanocytaire, lorsqu'il fait une douleur de hanche aiguë, où on peut faire le diagnostic précocement. Mais là, si c'est une maladie de Legg-Perthes-Calvé, donc souvent on fait le diagnostic assez tardivement. C'est quoi comme incidence ici? Alors ça, c'est face, et ça, c'est le profil, c'est le grenouille, incidence grenouille ou le Wettstein. Le profil fémoral, d'accord. Voilà, c'est pas le profil de l'enfant. On n'utilise que celui-là chez l'enfant. Ouais. Oui, il est de face, c'est ce que je vous disais, l'enfant est en déclipse dorsale, les genoux écartés. Et... Alors, on va se trouver dans différentes situations. Donc, douleur de hanche avec radio normale et un épanchement à l'échographie. Donc là, ce que je vous disais, c'est en 1, on élimine l'arthrite septique. Donc, discuter la ponction en fonction du contexte, fièvre ou non, syndrome inflammatoire ou non. Et si l'arthrite septique, une fois que l'arthrite septique est éliminée, on va faire le diagnostic d'élimination de synovite aiguë transitoire. Et donc là, on fera quand même une radio de contrôle à distance pour être sûr que ce n'est pas une ostéochondrite débutante. La synovite aiguë transitoire, pour vous, ne sont jamais fébriles et ne donnent jamais de syndrome inflammatoire. Alors souvent, elles peuvent... Question piège. Elles vont souvent suivre suite à des épisodes un peu de rhinopharyngite, souvent des petits rhumes ou une rhinopharyngite. Classiquement, c'est pas fébrile. Alors, je vous dirais aussi qu'il y a des arthrites septiques chez l'enfant qui ne sont pas fébriles et qui ont une CRP normale. Donc, il n'y a jamais de règle d'or et je sais que c'est difficile. Si sur tous ces gens qui arrivent pour un type de consultation, type de boîterie, on fait une échographie, on trouve un épanchement. On ne peut pas tous les ponctionner, on est bien d'accord. Logiquement, il y a un syndrome inflammatoire et ils ont une fébricule parce qu'ils avaient un rhume avant, ça fait un paquet de fonctions quand même. Ouais. Je sais pas, je réfléchis. Ouais. Je suis pas sûre la plupart des synovites aiguës transitoires n'ont pas de forte fièvre quand même, parce ça fait souvent suivre. C'est probablement une réaction un peu immunologique à distance, une semaine ou 10 jours après un épisode viral. Donc en général, ils n'arrivent pas. Normalement, ils sont pas fébriles. Après, je sais qu'il y a toujours des cas litigieux. Donc c'est pour ça que, dans le doute, après, je sais pas, je suis pas orthopédiste, mais in fine, c'est l'orthopédiste qui décide mais je pense qu'il vaut mieux faire des ponctions blanches. Et je suis d'accord qu'après, on peut pas passer tous les enfants qui ont un épanchement de hanche. Normalement, elle est normale. Fibrinogène aussi, le fibrinogène est important. Je crois qu'il y a une grosse différence biologique. Ouais. Puis ils n'ont pas la même douleur non plus. Celui qui court et qui boite, c'est pas pareil que celui qui est à la tête. Alors le deuxième cas de figure, c'est lorsque à la fois la radio et l'échographie sont normales. Alors là, on va se poser la question de ce qu'on fait. Alors, quand c'est un petit nourrisson, examen difficile, donc on va facilement compléter par les radios du membre inférieur. On peut trouver une petite fracture, un cheveu ou quelque chose. Et alors après, lorsque les radios sont normales, alors en général, on va reconvoquer l'enfant pour voir
si on n'a pas de choses qui apparaissent, comment ça évolue. Mais après, peuvent se poser la question d'aller jusqu'à la scintigraphie osseuse, voire l'IRM, si on a des douleurs persistantes sans des étiologies nettes. Alors là, c'est juste pour vous montrer donc un enfant qui initialement s'était présenté avec un tableau de synovite aiguë transitoire, avec l'épanchement de hanche, enfin l'aspect assez typique, pas de syndrome inflammatoire. Et voilà un petit peu l'évolution. Il restait douloureux à distance, donc il a eu une IRM. Vous voyez donc une pondération de T2, T1 avec injection. Et donc après injection, vous voyez que la tête fémorale du côté droit se rehausse normalement, alors que du côté gauche, vous avez une tête fémorale donc, qui ne se rehausse absolument pas. Donc là, vous avez une absence de vascularisation de la tête fémorale, donc une osteochondrite fait un diagnostic fait un stade précoce, avant les anomalies radiologiques. Le diagnostic peut également être fait par la scintigraphie osseuse, qui montre le défect vasculaire de la tête fémorale. On voit rien du tout sur le TRT, faut vraiment l'injecter. Ouais. Ah oui, ça c'est... Ouais. Ça peut être complètement à la phase tout à fait initiale, à distance, effectivement, le signal graisseux va disparaître, mais il va y avoir un remaniement, mais c'est vrai qu'au stade tout initial, il faut vraiment injecter. Donc, petit mot de conclusion, donc la luxation congénitale de hanche, vraiment dépistage clinique plus, éventuelle échographie à 1 mois de vie, donc entre 4 et 6 semaines, idéalement, dès qu'il y a un facteur de risque. Bien sûr, lorsque l'examen est d'emblée pathologique, on la fera plus tôt, avec un avis orthopédiste derrière. Et puis lorsque l'enfant a plus de 3 mois, ou lorsqu'on est dans un autre contexte, donc de boiterie ou d'impotence du membre inférieur, donc toujours commencer par la radiographie de bassin face et toujours profil en pédiatrie, donc l'incidence Grenouille ou de Lowenstein, et complété par l'échographie de hanche, qui est une technique assez facile qui s'apprend assez vite et qui est très sensible et qui va pouvoir vous permettre de vous guider un petit peu concernant les étiologies les plus fréquentes. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça a duré ? 1 heure, ouais, bah, tant mieux. Ouais. Donc j'ai le droit d'arrêter, là, je crois. Je vais arrêter, il va me proposer l'enregistrement.